Merci à vous, merci au comité d'organisation de la Ligue et à Alain Fourquet avec qui j'ai passé de nombreuses années, à la Société française de scénologie. Donc je suis radiologue, je vais vous parler de choses beaucoup plus terre à terre et de mon quotidien. Alors on vient d'expliquer de façon très scientifique, en fait l'imagerie c'est un monde idéal pour l'IA parce qu'il y a beaucoup de données, vous avez compris que les données c'est les images pour nous, il y en a des milliards sur Terre. C'est des tâches répétitives parce que retrouver un petit nodule, une petite masse dans une image, une fois qu'on en a montré quelques centaines de milliers, l'algorithme est tout à fait heureux de ça. Des réponses vérifiables parce que derrière l'imagerie, il y a la suite de ce que devient le patient, de ce que devient l'examen, voire de la biopsie. Donc ça, on peut contrôler. Puis il y a un gros problème en imagerie, c'est qu'on n'est pas assez nombreux et qu'il y a beaucoup plus de demandes liées au vieillissement de la population, au développement des techniques. Bref, on a besoin de bras et on n'en a pas. Donc l'IA, elle a un monde idéal. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la FDA, sur les 1500 solutions qui sont aujourd'hui au 30 décembre validées, les 3/4 sont des solutions d'imagerie. Donc vous voyez l'impact de l'IA en imagerie et l'utilité de l'IA en imagerie. Alors, quels sont les objectifs en fait? L'objectif, c'est d'augmenter la performance des radiologues. Ça, c'est le premier objectif, soit en termes de qualité, soit en termes de rapidité d'interprétation et surtout en termes d'efficacité. Tout ça pour amener de la sérénité, enfin on espère, et de la sérénité, elle est d'abord pour le patient qui va bénéficier de cette imagerie. Il faut aussi savoir que l'IA, ça importe tout ça, mais c'est aujourd'hui aussi en développement pour prédire le risque de cancer dans les 2, 3, 4, 5 ans, prédire la réponse au traitement, éviter des biopsies, donc on voit tous les champs d'application. Tout ça pour obtenir, finalement, comme dans le commerce, 100% de satisfaction. La question qui se pose, c'est qui est le consommateur là-dedans, c'est-à-dire en premier lieu, ça va être le patient, mais c'est aussi le radiologue qui consomme de l'IA et qui en est heureux ou pas. C'est le financeur qui se dit, finalement, avec de l'IA, je vais peut-être pouvoir trouver des bras, et des bras peut-être moins chers que le radiologue. Mais après, il faut bien définir quel va être le niveau de satisfaction qu'on attend. Est-ce que c'est de répondre très vite? Est-ce que c'est de répondre très bien? Est-ce que c'est de répondre à toutes les questions? Et ça, c'est des objectifs multiples. Alors, quelques images, parce que comme je suis radiologue, j'aime bien les images. Vous avez ici des petits nodules dans un poumon, dans une radio de poumon. Ici, une belle fracture d'un petit doigt. Une belle fracture du col du fémur, assez facile à voir, mais beaucoup plus difficile. La petite fracture juste à côté d'une branche du bassin, qui peut facilement passer inaperçue. Sur un scanner, on voit très bien les micronodules. Vous voyez, c'est que des choses de quelques millimètres tout en haut. Alors, je crois qu'il y a un pointeur, mais voilà, ici, quelques millimètres qu'on individualise très bien. On a la même chose en scanner avec ces petits nodules dans le foie. Et puis, on peut avoir la même chose sur le cerveau avec ici une imagerie avant traitement et qui prédit finalement en partie la réponse au traitement. Tout ça, c'est du développement, ce n'est pas encore utilisé. Sur une échographie, l'intelligence artificielle, ici, elle peut tout à fait contourer une image et donner les paramètres de l'image et à la fin vous donner une classification. Alors moi, je ne serais pas du tout d'accord avec cette classification, mais en tout cas, elle vous oriente sur une image probablement bénigne. Et si ça marche, voilà, vous avez ici en direct une IA, vous voyez les petits carrés jaunes qui apparaissent, c'est au cours de l'examen, pendant que vous faites votre échographie, on a plein de petits carrés qui apparaissent. Alors le gros problème, c'est que dedans, il y a des cancers, et puis il y a d'autres images entourées par des petits carrés qui ne sont pas des cancers. Et là, la grosse difficulté, le gros travail du radiologue va être d'arrêter les images pertinentes, c'est-à-dire celles qui seraient potentiellement du cancer. Un travail tout récent qui vient d'être publié par la Mayo Clinic aux États-Unis, qui montre, alors ça, il faut que j'appuie là-dessus, je crois, si ça marche, oui, voilà, qui montre sur un scanner abdominal où on voit les deux reins, le foie, et ce qui s'apparaît en orange, c'est le pancréas. Ils ont montré, avec un algorithme qu'ils ont développé, la possibilité d'identifier un cancer du pancréas 16 mois avant qu'un radiologue soit capable de le faire. Et on sait que le cancer du pancréas, c'est un cancer en augmentation, c'est un cancer très difficile à détecter et c'est un cancer qui aujourd'hui est un cancer très grave et très difficile à traiter. Donc ça, c'est du développement tout récent. En imagerie, on a ça déjà depuis quelques années, puisque cette publication date de 2020, et le logiciel est en vente en France, en Europe, aux États-Unis. Il permet de prédire à partir d'une simple mammographie le risque d'avoir un cancer. Vous voyez, sur la mammographie étiquetée 2016, on disait déjà, attention, gros risque. Et en 2017, effectivement, l'image entourée, c'est le cancer du sein. Mais en 2016, a priori, il n'y avait rien. Alors, ça pose beaucoup de questions, parce que vous avez ça sur votre écran. Qu'est-ce que vous dites à la patiente? On vous enlève le sein tout de suite en avance, ou bien on attend, on vous revoit tous les 3 mois. C'est plein de questions qui sont posées aujourd'hui aux médecins qui utilisent ce type d'algorithme.
je vous le dis tout de suite, ce n'est pas utilisé en pratique quotidienne parce que justement, on n'a pas résolu toutes ces questions. Alors, pour nous, comme l'a dit tout à l'heure M. Barre, dans nos téléphones, mais dans nos ordinateurs et dans nos machines, on a déjà plein de solutions d'intelligence artificielle qui permettent de diminuer le temps d'acquisition des images, diminuer la quantité de produits de contraste qu'on injecte dans le bras au patient, la quantité de rayons X. Tout ça, c'est transparent pour le radiologue, c'est transparent pour le patient, mais c'est déjà au quotidien dans tous les systèmes d'imagerie. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais vous parler d'imagerie du sein parce qu'en fait, c'est principalement mon domaine de compétence. Ça permet de détecter les cancers ou de caractériser une anomalie, comme je l'ai montré tout à l'heure sur l'échographie, définir la densité mammaire, définir un risque de cancer, voire même sur certaines mammographies, en fonction des calcifications vasculaires, on est en train de pouvoir prédire un risque de maladie cardiovasculaire, structurer le compte rendu, et en fait, toujours au bout du compte, essayer de gagner du temps radiologique. Alors, juste un petit exemple, une dame qui vient faire son dépistage, des seins très faciles à lire, et puis finalement, l'intelligence artificielle, elle dit au radiologue, attention, il semble y avoir quelque chose derrière le mamelon. Et effectivement, un radiologue qui fait des examens complémentaires trouve un tout petit cancer derrière le mamelon. Ce n'était pas si facile que ça, honnêtement, sur un sein très facile à lire. Ben là, effectivement, tout le monde est content. Le radiologue, évidemment, la patiente à qui on a trouvé quelque chose avant que ça devienne palpable, c'est un bénéfice évident. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser pour nous, les radiologues, l'intelligence artificielle. Et ça peut être la procédure classique, c'est un ou deux radiologues qui lisent, puis s'ils ne sont pas d'accord, ils discutent. Mais il y a d'autres possibilités de remplacer le radiologue, de l'associer à l'IA, ou bien que l'IA, elle serve de triage. C'est-à-dire, vous faites des mammos, elles sont considérées comme normales, le radiologue ne les lit pas, il gagne plein de temps. Et s'il y a un doute, il la lit. Alors, une publication récente, je ne vous en montrerai pas, mais là c'est une méta-analyse, c'est-à-dire c'est des publications d'assez haut niveau, qui étudient le remplacement du radiologue par une IA et qui montrent que finalement la performance elle est quasi identique. Alors attention parce que c'est des publications sur des études rétrospectives, il y a plein de biais. Alors évidemment, là quand on lit ça, on imagine bien la satisfaction d'un certain nombre de personnes, notamment ceux qui doivent organiser le système et le financer. On se dit, voilà, on a trouvé la solution à la pénurie des radiologues, on va mettre une solution d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait prédit, enfin, en tout cas, ce qu'avait dit M. Eaton, le professeur Eaton, qui est prix Nobel de physique assez récemment. Il a dit en 2016, les radiologues, arrêtez d'en former, c'est plus la peine, en 2025, il n'y en aura plus. Bon, alors je suis encore là, il y en a encore un certain nombre, et je pense encore pour un petit peu de temps. Mais ce qui vient d'être dit, là, c'était le dernier courrier international de la semaine dernière. Vous voyez que c'est 10 ans plus tard, on se pose toujours la même question. Est-ce que ça sera remplacé ou est-ce qu'on va être tous remplacés? Et là, notamment, le service des RH qui répond, elle est assez bonne, cette petite image. Mais en fait, c'est restreindre beaucoup le rôle du radiologue. Parce que est-ce que notre rôle et notre fonction, c'est d'interpréter des images? Non, parce que derrière, il y a quand même interroger les patients, examiner et palper les patientes. Alors, pas comme ce monsieur, évidemment, hein. Mais, et je vous montre cette petite mammo, aussi facile à lire, assez facile à lire en tout cas, et elle est normale. Elle est normale jusqu'au moment où on va examiner la patiente, où on la palpe et on sent une petite boule, on fait une échographie, évidemment il y a un cancer, il était en extérieur du sein, donc il n'est pas sur ce qu'on appelle le détecteur, et donc l'IA, elle peut faire ce qu'elle veut, si vous ne l'avez pas mis sur l'image, elle ne peut pas la trouver, évidemment. Donc on a encore besoin. Il ne fait pas que ça le radiologue, et là je vous évite, mais il contrôle la qualité des examens, parce que pareil, si vous faites une mauvaise image, l'IA va lire une mauvaise image, et pour elle, une mauvaise image, ça reste une image. On ne l'a pas appris à lire les images, enfin, pour ceux qui font de la détection. Alors évidemment, on a tout de suite dit ça aux constructeurs d'IA, en disant, mais vous ne pouvez pas, vous faites lire n'importe quoi à votre IA, elle vous raconte n'importe quoi. Donc il y a des gens qui ont développé des logiciels d'IA pour analyser l'image. Donc ça, c'est pour moi la première étape avant de faire de l'IA toute seule, c'est d'avoir déjà la certitude que l'image qu'on va donner à manger à l'IA soit de bonne qualité. Après, le rôle du radiologue, c'est de compléter l'imagerie sur ces deux seins, qu'on appelle des seins denses, donc difficiles à lire en mammographie. Il faut faire une échographie. Ce n'est pas l'IA qui va la faire toute seule, enfin pour l'instant elle ne le fait pas toute seule, et vous voyez, sans cette échographie prescrite et faite par le radiologue, on aurait raté ce cancer et l'IA aurait raté ce cancer. Et puis après, il faut faire la synthèse de tout ça. Ça, c'est bien gentil, parce que quand vous avez fait une mammo, une écho, un examen clinique, voire une IRM, il faut faire la synthèse et en plus communiquer des résultats à la patiente qui ont le droit d'avoir une petite information sur ce qu'on vient de lui faire et ce qu'elle a. Aujourd'hui, il n'y a pas d'IA qui savent faire tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas possible.
Or, on peut se dire, oui, mais on peut cumuler les IA. Vous avez celle qui lit, celle qui prédit le cancer, celle qui détecte le cancer, puis vous avez un radiologue autour de 14 écrans qui lit tout ça. Alors, est-ce que ça apporte de la sérénité au radiologue? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas facile. Est-ce que ça apporte de la fiabilité, de la rapidité? Certainement pas. Et donc, on n'a pas résolu ce problème. Donc, voilà où on en est un peu au quotidien, parce que tout ce que je vous ai montré, c'est des logiciels qu'on pourrait utiliser au quotidien. Maintenant, où on va mettre ces logiciels? Donc, si on a vu tout à l'heure déjà le remplacement, et ça c'est encore dans le courrier international de la semaine dernière, oui, c'est sûr que c'est une solution importante pour remplacer tous les déserts médicaux, puis combler le manque de temps radiologique. Le gros problème, là, c'est une comparaison entre l'IA qui travaille toute seule et deux radiologues qui travaillent en collaboration, c'est-à-dire l'un et l'autre lisent, et vous voyez que les performances sont très inférieures aux deux radiologues actuellement sur ce type d'études. Deuxièmement, est-ce que les femmes, et même les radiologues, vont accepter d'être examinées, entre guillemets, ou d'être lues par une seule IA? Puis bien sûr, va se poser la question de qui est responsable quand l'IA se trompe. La deuxième partie, c'est le triage. Le triage, c'est vous faites lire 1000 mammos, il n'y en a plus que 700 à lire par le radiologue. Alors ça, c'est top, ça peut aller de 40 à 70% de gains dans des études multiples qui ont montré. On ne fait pas beaucoup moins bien que les radiologues. Le problème, c'est qu'une partie des femmes, une fois de plus, ne voient ni radiologue, ne sont plus interprétées par un radiologue. Et de fait, se pose la question de l'acceptabilité sociétale de l'utilisation d'une solution d'intelligence artificielle. Et puis, alors voilà, aujourd'hui, après, on a eu les années 2000, c'était le radiologue remplacé. Puis, bon, les constructeurs ont bien compris que ce n'était pas une bonne attaque, il valait mieux parler du radiologue augmenté. Donc aujourd'hui, on parle du radiologue augmenté, c'est-à-dire associer le radiologue à une IA. Et dans cette étude, vous voyez qu'il y a évidemment une importance. Le radiologue est là, il y a à côté de l'IA. De fait, il est responsable des résultats qu'il va donner, mais il voit aussi la femme. La femme, elle est dans un système qu'elle connaît. Et on peut tout à fait imaginer de fait de ne plus faire qu'une seule lecture, donc c'est un gain de temps. On perd un petit peu de détection, mais c'est à discuter. Et comme l'a dit notre confrère, ça va tellement vite que très vite, on fera aussi bien, voire mieux que les deux radiologues. Donc le radiologue augmenté, alors tout ça dans les études, il faut le rapporter au fait que dans les études, les gens qui lisent les mammographies sont des méga experts, puisque c'est des études cliniques avec des choses parfaitement cadrées, des expériences énormes, un volume de lecture. Sachez qu'en France, en moyenne, les radiologues ils lisent entre 500 et 600 mammographies par an. 1000, quand c'est des gros radiologues, c'est déjà énorme. Vous voyez que là, ils sont entre 2000 et 30 000 mammographies par an. Donc, qu'est-ce que ça donne l'IA en vie quotidienne, c'est-à-dire avec votre radiologue qui, en même temps, va interpréter un scanner, une radio de genou, une radio du dos. Qu'est-ce que ça donne? Parce que le radiologue, il a un rôle différent de l'IA. L'IA, elle est là pour vous dire, voilà, il y a une estimation, elle estime que là-dessus, ce n'est pas comme les autres, ou là-dessus, il y a une image qui lui évoque peut-être un cancer, et elle vous met des petites codifications, 5, 6, 4, 2. Et le rôle du radiologue, c'est de faire le choix des marques. Alors, super, sur ce dossier-là, vous voyez, l'IA, elle met 3 marques, avec une très très grave, 7. Et là, ce n'est pas très très difficile, parce que c'est juste la chambre implantable dans laquelle on injecte les produits de contraste. Bon, ça, le radiologue, il se dit, bon non, là, l'IA s'est plantée complètement. Ensuite, l'IA, elle dit, wow, ça n'a pas l'air très grave, il y a 2 petites images en vert, là, on peut les laisser tomber. Sauf qu'il y en a une qui est évidente, c'est un cancer du sein palpable, mais elle ne l'a pas vu, parce qu'elle n'est pas éduquée pour faire des cancers de grosse taille. Et puis le deuxième, ce qui est plus dur, c'est que c'est un petit cancer difficile à détecter. Et bien là, l'IA, elle s'est trompée, elle a dit que ça avait l'air plutôt bénin. Et donc, il est très important que si on travaille de l'IA, on soit compétent pour analyser l'IA. Et là se pose un gros problème, c'est comment on maintient une compétence quand on va utiliser de plus en plus de l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs été montré dans un travail qui n'est pas récent, mais c'est ce qu'on appelle le biais d'automatisation. Ce n'est pas du tout spécifique de la mammographie. Vous voyez ces petites barres rouges. Les rouges, c'est les radiologues les moins expérimentés. Les gris, c'est les plus expérimentés. Quand l'IA se trompe, quand elle lui a dit le bon résultat, évidemment, tout le monde a les mêmes résultats. Vous voyez, les barres sont toutes alignées au même endroit. Pas de problème. Mais quand l'IA se trompe, vous voyez que le radiologue peu expérimenté, il ne corrige pas l'IA. Parce que il n'est pas très expérimenté, il fait confiance à l'IA. Évidemment, le radiologue très expert, il dit non, mais c'est n'importe quoi. Et donc, je ne crois pas à l'IA. Donc, c'est
bien d'avoir une IA, ça peut aider. Et donc, de fait, on peut passer du radiologue augmenté à un radiologue diminué par l'IA, d'accord? Parce qu'au lieu de vérifier et de pouvoir corriger, il ne peut pas corriger. Et donc, est-ce qu'on est encore dans un système qui apporte une satisfaction au client, c'est-à-dire à la patiente qui est derrière cette interprétation? Eh bien, on peut se poser des questions aujourd'hui. Alors, les questions, il y en a encore plein. Hein. Une solution d'avenir, ça, je pense que personne n'en doute. Qui est responsable de l'erreur diagnostique? Ben, ça, c'est un vrai problème, surtout s'il n'y a plus de radiologue. Alors, est-ce que c'est le fournisseur de l'IA qui, bien sûr, va vous dire qu'il n'est pas responsable, hein, parce que lui, il a vendu un outil. Comment développer et garder son expérience? Monsieur Barr, il a bien dit ça. Hein. Comment on va éduquer nos jeunes internes ou les futurs radiologues, et puis comment même les radiologues du quotidien vont continuer à garder leur expertise si tous les jours ils lisent avec l'IA ou ils lisent plus parce que l'IA lit à leur place. Qui valide les nouvelles versions d'intelligence artificielle, parce que c'est un peu comme dans votre smartphone, hein, on vous met une nouvelle version, bon, d'un coup c'est que tout ce qui fonctionnait ne fonctionne plus, ça vous en rendez assez rapidement compte, et puis ils font des corrections, puis on vous dit téléchargez la nouvelle version. Nos problèmes en imagerie ou partout en médecine, c'est qu'on valide sur des patients et sur des gens, mais qu'on a le résultat pas dans la semaine. C'est des résultats à long terme. Si on a raté un cancer, ça sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, avec des conséquences qui potentiellement peuvent être très graves. Donc ça, si c'est un problème pour nous, la nouvelle version d'un constructeur qui marche, est-ce qu'elle marche mieux, comme ils nous le disent, ou est-ce qu'il y a des bugs? Puis alors après, quelle est l'acceptation du patient? Évidemment, est-ce que dans cette salle, vous allez être d'accord pour que ce soit une IA, même très performante, qui lise votre scanner, votre IRM, sans qu'aucun radiologue ne jette l'œil dessus. Et puis même le radiologue, est-ce qu'il est prêt à signer en bas, si c'est lui qui doit signer, quelque chose qu'il n'aura pas regardé? Moi, je n'y suis pas encore prêt. Puis on l'a dit tout à l'heure, quel coût financier pour la société, les coûts écologiques, et puis les coûts sociaux, parce que, évidemment, à terme, il y aura probablement moins besoin de radiologues dans certains domaines. Alors, ça, c'était l'IA en imagerie pure. Mais en fait, l'imagerie, c'est qu'un maillon de la chaîne en oncologie. Et vous savez bien qu'on fait beaucoup d'imagerie en oncologie, mais c'est qu'un petit maillon. Et on peut le résumer là dans un article que j'ai pris tout récemment. Alors, la radio, elle est là en dépistage au tout début. Elle est au moment du diagnostic. On fait le scanner, on fait le bilan d'extension. Elle est dans l'évaluation de la maladie. Mais vous voyez qu'il y a plein d'autres collègues qui travaillent. Et puis Anne-Vincent Salomon va vous montrer toute l'importance de l'IA en anatomopathologie. Donc en fait, c'est bien gentil une IA, mais l'idéal, c'est qu'on ait un jour une IA globale et, entre guillemets, synthétisante. Je ne sais pas si le terme existe ou si c'est un néologisme. Mais... Donc on en est loin encore, on s'en rapproche, comme on vous l'a dit, ça va très très vite. Et ce que je dis aujourd'hui sera peut-être complètement faux dans 3 mois ou dans 3 ans. En tout cas, pour l'instant, je crois qu'il y aura encore des radiologues dans 3 ans. Alors, en gros, vous avez bien compris que c'est notre quotidien, donc le vôtre aussi. Quand on interprète, quand vous faites un examen, il y aura obligatoirement eu de l'IA utilisée à l'insu de votre plein gré, c'est-à-dire parce que c'est dans les machines, ou avec votre radiologue qui vous le dira, qui devrait vous le dire, puisque c'est des recommandations du Conseil d'éthique, national d'éthique. Si on utilise de l'IA, il faut le dire au patient, il faut l'informer, ce qui paraît logique. Est-ce que c'est concurrent? Ben oui, bien évidemment, parce qu'actuellement, vous savez qu'en dépistage, on fait 5 millions de mammographies annuelles. Si on arrive à en lire 50% de moins, ben ça serait formidable. Donc on distribuera sur d'autres secteurs qui en ont besoin, ou bien on passera plus de temps avec le patient, ce qui serait aussi très bien, parce qu'on est médecin radiologue, et donc passer du temps avec les patients, c'est quand même des choses importantes pour nous. Et vous avez vu, ben oui, une aide au diagnostic, on a vu, mais il y a encore beaucoup de questions, et on n'a pas encore la réponse si on est 100% satisfait de ce qu'on a aujourd'hui avec nos IA. Donc je vous remercie pour votre attention et ça sera l'objet d'ailleurs du congrès de la Société de Phono cette année.